Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Léo Hamon, un grand juriste, un résistant, socialiste et finalement gaulliste. Son parcours très atypique me paraît mériter le détour et tout particulièrement, sa biographie nous permettra d'aborder un thème qui m'est cher, le gaullisme de gauche. Avant de commencer, une petite parenthèse très terre à terre. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous vous abonniez à la chaîne pour la développer. Donc si ce n'est toujours pas fait, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner en bas. Voilà, je reviens à l'ordre du jour, donc Léo Hamon. Ce n'est pas son vrai nom. Il naît en 1908 sous le nom de Léo Goldenberg. Ses parents sont immigrés russes, son père est médecin, sa mère historienne et philosophe. Très tôt, il se destine à des études de droit. Il va obtenir un doctorat en droit en 1932 et là, il va cultiver des amitiés particulièrement éclectiques. Celle de René Capitan, par exemple, un grand constitutionnaliste, mais aussi Marc Sangnier, un intellectuel fondateur du catholicisme social, c'est important, mais aussi des communistes comme Charles Rapoport, et puis toute une kyrielle de ses confrères, avocats, des grands avocats parisiens, bourgeois, bien installés, bien introduits dans le milieu politique et particulièrement auprès du parti radical. Intellectuellement, Léo Goldenberg s'intéresse de près au christianisme et tout particulièrement au jansénisme. C'est une doctrine théologique du XVIIe siècle qui s'est opposée à l'absolutisme royal de Louis XIV. Il s'abonne, comme Charles de Gaulle d'ailleurs, à la revue d'inspiration chrétienne-démocrate L'Aube, et cela ne va pas l'empêcher d'adhérer au plus anticlérical des partis politiques, le Parti communiste. Il faut tout de même se souvenir qu'entre 1934 et 1936, il y avait une véritable menace de coup d'État des fascistes. On se souvient des manifestations du 6 février 1934, durant lesquelles ces manifestants ont menacé le Palais Bourbon. Et donc ce risque fasciste a pu contribuer à rapprocher les socialistes modérés du Parti communiste. Toutefois, Léo Goldenberg reste un patriote avant tout et il s'est toujours méfié des risques d'ingérence de Moscou. Voilà, donc on le voit, pour résumer, Léo Goldenberg cultive des amitiés très diverses, des milieux ouvriers jusqu'aux grands bourgeois, et s'engage dans des partis très variés, du courant chrétien-démocrate jusqu'au parti communiste. Arrive ensuite la guerre. En juin 40, Léo Goldenberg se trouve à Toulouse. Il souhaite répondre à l'appel du général de Gaulle, mais ne peut le rejoindre à Londres, donc il va s'engager dans les réseaux de résistance intérieure, d'abord auprès du réseau Liberté, puis auprès de Combat. Il va fournir des articles pour les revues de ces différents réseaux, puisque, on le rappelle, c'est avant tout un intellectuel. Il souhaite s'opposer à l'occupant, mais respecte la figure du maréchal Pétain. D'ailleurs, il dit à son endroit « Sa popularité était si grande que nous refusions de nous en prendre à sa personne ». C'est vous montrer l'état d'esprit dans lequel il était. Là, Léo Goldenberg va prendre le nom de Hamon, du nom de Jean Hamon, un médecin janséniste du XVIIe siècle qui avait sacrifié sa fortune et sa carrière pour soigner les pauvres. C'est donc une preuve de l'engagement social profond du résistant. Dans ces réseaux de résistance, Léo Hamon fait la connaissance de personnalités très diverses qui lui correspondent bien. En particulier Pierre Brossolette, le socialiste, torturé par la Gestapo, mais aussi des royalistes comme Jacques Renouvin, mort en déportation à Mauthausen. C'est l'occasion de rappeler que l'extrême droite a pu elle aussi s'engager dans la résistance. Et puis à partir de juin 1941, il y a rupture du pacte germano-soviétique, ce qui pousse le Parti communiste à entrer lui aussi en résistance. Son bras armé, les francs-tireurs et partisans, vont perpétrer d'innombrables attentats contre l'occupant, mais sévèrement réprimés par l'armée allemande. Et Léo Hamon a cette phrase que je trouve très juste « Je retrouvais ce que l'on retrouve souvent dans l'action du Parti communiste, le courage et l'insensibilité au prix humain ». En 1943, il va créer le comité d'action contre la déportation pour aider les jeunes réfractaires au STO. Son grand fait d'armes sera l'incendie du centre administratif du STO afin de faire disparaître les fichiers concernant ces jeunes appelés susceptibles d'être
placés en déportation. Puis il prendra toute sa part dans la libération de Paris, et notamment dans l'insurrection parisienne entre le 19 et le 25 août 1944. Il négocie une trêve avec le général allemand von Choltitz. Il va ensuite prendre l'hôtel de ville de Paris. Il arrêtera le préfet et fera retirer le buste du maréchal Pétain. À la fin de la guerre, il forme un grand dessein, celui de créer un grand parti politique de la résistance qui unirait les chrétiens démocrates, les socialistes, jusqu'aux communistes. Mais ces derniers refusent. En 1945, il devient conseiller municipal de Paris, où il aura fréquemment maille à partir avec les communistes. Il va toutefois défendre les régies municipales contre les contrats de concession, supposés plus favorables aux intérêts des capitalistes. Il va défendre la démocratisation de la culture. Et j'ai une petite anecdote assez savoureuse. Alors que certains voudraient mener une politique de discrimination positive pour faire rentrer les femmes dans le conseil municipal de Paris, Léo Hamon, lui, oppose une fin de non-recevoir. Il déclare « Il faut leur appliquer le droit commun, ni plus ni moins, quel bon sens ». Léo Hamon croit à l'alliance des principes sociaux avec l'humanisme chrétien, d'où son adhésion au MRP, le mouvement républicain populaire d'inspiration démocrate chrétienne. Il n'adhère pas au RPF du général de Gaulle puisqu'il craint une dérive droitière de ce mouvement. Mais il a tort, c'est le MRP qui va se droitiser, qui deviendra un parti élitiste, européiste, régionaliste, et qui va même remettre en cause la laïcité. Mais c'est au sujet de la construction européenne que Léo Hamon entrera véritablement en conflit avec son parti. Au début des années 50, cette construction européenne vise à marginaliser le Royaume-Uni et restaurer la prépondérance allemande, et ça, Léo Hamon s'en méfie beaucoup, surtout au sujet de la défense. En 1952, les États signent un traité instituant la communauté européenne de défense, c'est-à-dire d'abord le réarmement allemand, et ça ce n'est pas neutre, mais surtout la mise sous tutelle américaine de nos forces armées. Et ça, Léo Hamon s'y refuse formellement. C'est avant tout un patriote et un gaulliste dans l'âme. Le traité ne sera jamais ratifié, et ça, le MRP ne le pardonnera jamais à Léo Hamon. Le parti va donc exclure son illustre membre. Une fois exclu du MRP, Léo Hamon va rencontrer à de nombreuses reprises le général de Gaulle à Colombey. Il essaiera même de le rapprocher de Pierre Mendès France, mais Mendès refuse car il aura toujours vu le général comme un factieux. Léo Hamon se réjouit du retour au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958. Pour lui, c'est un rendez-vous avec le destin, et rien de moins. De Gaulle va former un nouveau parti gaulliste, l'Union pour la Nouvelle République, l'UNR, et Léo Hamon, de son côté, va constituer avec d'autres gaullistes, qu'on va appeler les gaullistes de gauche, l'Union démocratique du travail, donc un parti accolé à l'UNR. On retrouvera parmi les grands noms de l'UDT le fameux René Capitan, Louis Vallon, Jacques Baumel ou Jean Charbonnel. L'UDT soutient sans réserve la politique algérienne du général de Gaulle, c'est-à-dire l'autodétermination des Algériens, puis l'association entre les deux peuples. Tandis qu'à l'UNR, les plus conservateurs regrettent tout de même l'Algérie française. Donc il y a déjà une petite discordance sur ce sujet. Léo Hamon soutient sans aucune réserve les institutions de la Ve République. Il regrette tout de même la place excessive laissée aux technocrates au détriment des politiques. Et il faut dire que l'avenir ne lui donne pas tout à fait tort. Le général de Gaulle tenait les gaullistes de gauche en haute estime. Il les appelait ses meilleures bouteilles, c'est dire le degré d'affection qu'il leur portait. En effet, ils lui sont restés totalement loyaux, on l'a vu sur l'affaire algérienne, et surtout à la fin du second mandat de Gaulle, à partir de 1966 sur la question de l'OTAN, ou en 1967 sur la guerre des 6 jours, ou à propos de la célèbre apostrophe de Montréal. Vive le Québec libre! Bien voilà, les gaullistes de gauche sont restés loyaux, contrairement à nombre de membres de l'UNR.
Et c'est à partir de cette année 1967 que le Premier ministre Georges Pompidou va créer une sorte de schisme implicite avec la ligne gaullienne. Mais nous y reviendrons. En attendant, autorisons-nous une petite parenthèse au sujet des ambitions sociales du général de Gaulle. Elles sont très peu connues et pourtant fondamentales. Intellectuellement, nous l'avons vu, de Gaulle était abonné lui aussi au quotidien chrétien-démocrate L'Aube. Il s'était inscrit dans le courant du personnalisme chrétien, c'est-à-dire un courant qui fait la promotion de la dignité de la personne humaine. Ce n'est pas un individualisme, attention, ce n'est pas la promotion de l'ego ni de la vanité individuelle, c'est vraiment la question de la dignité. Donc ce courant s'inscrit contre le communisme, contre le fascisme, mais tout aussi bien contre le capitalisme, puisque cette doctrine entraîne une sorte de subordination du salarié au patronat. Et cela va contre la dignité proposée par le personnalisme chrétien. Ça, c'est pour l'aspect intellectuel. En pratique, de Gaulle va se rendre au moment de la libération dans le nord de la France, une région particulièrement sinistrée par la guerre et en grande difficulté économique. Il va prendre la mesure du dénuement des populations. De Gaulle avait vécu la guerre dans les quartiers généraux, à Londres, puis à Alger. Là, il se rend sur place et se rend compte vraiment des difficultés économiques et sociales. Donc c'est une vraie une prise de conscience. Il va alors germer dans son esprit de grandes ambitions de transformation sociale. Il va les mettre en pratique en 1945 avec la création de la sécurité sociale, bien sûr, des comités d'entreprise pour que les salariés puissent avoir leur mot à dire dans leurs entreprises. Mais ce thème va l'habiter après-guerre encore, à de très nombreuses reprises, il en parle tout le temps dans ses discours. Il veut une participation. Donc la participation, ça peut être donc les comités d'entreprise, les institutions représentatives du personnel, ça peut être aussi la participation aux bénéfices sous forme d'intéressement, mais le point le plus ultime de la participation pour De Gaulle, ce sera le jour où les salariés seront également actionnaires de leur entreprise. Ils en seront les copropriétaires. De Gaulle avait l'ambition de réunir le capital et le travail par cette participation. Il voulait rendre à l'ouvrier la dignité du sociétaire. C'est une ambition tout à fait remarquable, une très grande ambition qu'il partageait avec Léo Hamon, mais il faut dire que les grands bourgeois se sont levés contre ce projet, contre cette éthique, et ils ont trouvé dans la personne de Georges Pompidou un relais efficace pour freiner toute avancée dans ce sens. Je reviens maintenant à ce que j'appelais tout à l'heure le schisme de Georges Pompidou. Donc en 1967, le grand parti gaulliste UNR-UDT, donc je le rappelle, qui rassemble des gaullistes plus conservateurs et de l'autre côté les gaullistes de gauche, va être transformé en un parti pompidolien, l'UDR. La fondation de l'UDR, ce sont les Assises de Lille en novembre 1967. Les gaullistes de gauche, pour la plupart d'entre eux, voient bien la manœuvre et ils refusent de se rendre à Lille pour les Assises. En revanche, Léo Hamon, un peu trop candide sur la question, accepte d'y participer. Il se déclare pompidolo compatible. Et il va être remercié de cet engagement puisque en 1969, quand Pompidou devient président de la République, il nommera Premier ministre Jacques Chaban-Delmas et Léo Hamon fera son entrée au gouvernement. Tout comme De Gaulle, Léo Hamon ambitionnait la réforme du capitalisme par la participation. Mais là encore, il va faire trop confiance à Jacques Chaban-Delmas. D'abord, le maire de Bordeaux aborde la question de la participation sous un angle très étroit, c'est-à-dire il la cantonne dans son discours sur la nouvelle société à la question de l'intéressement des ouvriers dans les entreprises publiques uniquement. Donc c'est déjà très restreint. Ensuite, surtout, Léo Hamon aurait dû savoir que Georges Pompidou était résolument opposé à cette idée de participation. Et enfin, le parti UDR ayant été noyauté par Pompidou depuis 1967, il était clair que les nouveaux députés UDR inclineraient assez peu vers la remise en cause du capitalisme de papa.
C'est alors le déclin des gaullistes de gauche. Ils vont se diviser en une infinité de groupuscules insignifiants, mais dans le bipartisme qui s'installe, d'un côté l'UDR puis le RPR, cette fois clairement à droite, et du côté gauche, Parti socialiste et Parti communiste, évidemment, ces petites formations politiques n'intéressent personne, elles ne sont plus un enjeu électoral, elles vont être marginalisées. Pour 1981, Léo Hamon refuse de soutenir Jacques Chirac comme Valéry Giscard d'Estaing, qu'il considère comme trop conservateur. Il va évidemment donner sa bénédiction au seul vrai candidat gaulliste, évidemment c'est Michel Debré. Malheureusement, il ne recueillera que 1,66% des suffrages au premier tour. C'est triste d'ailleurs de voir qu'un personnage de cette envergure, de cette qualité, un personnage historique véritablement du gaullisme, se prenne une claque électorale. Bon, c'est vraiment décevant pour la démocratie. Mais c'est comme ça. Et donc au second tour, Léo Hamon, contre toute attente, va soutenir François Mitterrand. Il aura obtenu des gages avant ce soutien. Il aura obtenu la garantie du maintien des institutions de la Ve République, la garantie sur la question du programme nucléaire civil comme militaire, et sur la politique extérieure qui devra rester indépendante, donc ni pro-américaine ni pro-soviétique. En bon connaisseur de la Ve République, Léo Hamon sait que le président doit rester au-dessus des partis. Aussi, il se refuse à entrer frontalement en conflit avec François Mitterrand. Et au contraire, il a tendance à soutenir le président dans l'exercice de ses fonctions. Mais il est un domaine dans lequel il ne transige pas, c'est sur l'indépendance nationale. C'est donc tout naturellement qu'il fera campagne pour le non au traité de Maastricht en 1992. Et à l'âge de 84 ans, eh bien, il s'engage activement contre la ratification. À ce propos, il déclarera « Remplacer les politiques nationales par une politique européenne commune, c'est faire perdre à la nation l'occasion de s'entendre parler. » Tout est dit. Et à l'âge de 85 ans, en 1993, Léo Hamon s'éteint à Paris. En conclusion, Léo Hamon aura incontestablement prouvé ses qualités de courage dans la résistance, ses capacités à transcender les idéaux politiques, les clivages sociaux dans l'intérêt national. Tout comme le général de Gaulle, il portait haut des convictions sociales et patriotes. Mais il était aussi un homme de parti, un homme d'appareil, trop facilement porté au compromis. Il accordait une confiance excessive à l'intelligence des hommes comme Mendès France ou comme Chaban-Delmas. Et il a probablement sous-estimé l'importance de l'autorité charismatique du chef, pourtant fondamentale dans des mouvements gaullistes d'inspiration bonapartiste. Et c'est ce qui a manqué aux gaullistes de gauche, le chef. René Capitan aurait pu endosser cette fonction, mais en 1969, sa santé fragile ne le lui a pas permis. Alors, c'est le déclin inexorable. Mais c'est surtout la trahison du RPR, de l'UDR, par rapport à ces idéaux gaullistes qui aura irrésistiblement appauvri ces partis, en principe, héritiers du gaullisme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à diffuser sur vos réseaux, et je vous dis à très bientôt, et vive la France!